Cette étoile, c'est impossible. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ça appartenait à ma fille, disparue il y a 27 ans. La photographie tremblait entre les doigts de Camille. Sur le papier jauni, une jeune femme au sourire épuisé serrait un nouveau-né contre sa poitrine. Même regard gris. Même fossette. Même visage que Camille, à 27 années de distance. Au dos, une phrase écrite à l'encre bleue semblait attendre ce moment depuis toujours. À notre fille Élise. Pardonne-nous. Reposez cette photo. La voix de Gabrielle Delcourt venait de surgir derrière elle. Le riche propriétaire de la villa avait le visage livide, comme s'il venait de voir un fantôme. Quelques jours plus tard, dans un couloir d'hôpital, Camille supplierait une ancienne sage-femme de parler. Un bracelet de maternité porterait un prénom qui n'était pas le sien. Une femme élégante offrirait 20 000 € pour acheter son silence. Et Gabrielle, les yeux noyés de larmes, demanderait à celle qui l'avait épousée « Qu'as-tu fait de mon enfant ?» Mais à cet instant, Camille ignorait encore que cette simple photographie n'allait pas seulement révéler l'identité de ses vrais parents. Elle allait prouver que toute son enfance reposait sur un crime. Avant de découvrir comment une jeune femme chargée de nettoyer une villa luxueuse a réveillé un secret enterré pendant 27 ans, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez cette histoire et quelle heure il est chez vous. Et si vous aimez les récits où la vérité bouleverse des vies, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. La clé pesait à peine quelques grammes dans la paume de Camille, mais elle lui donnait l'impression de tenir quelque chose de dangereux. Elle était restée immobile au milieu du couloir, juste devant la porte close de la chambre d'enfant. La boîte à musique venait de s'arrêter aussi soudainement qu'elle avait commencé. Le silence qui suivit semblait plus lourd encore que la mélodie. Camille baissa les yeux vers la petite étiquette attachée à l'anneau de cuivre. Bureau de G. Elle aurait pu glisser la clé dans sa poche. Personne ne l'avait vue. La villa était presque vide, Gabrielle Delcourt étant partie à une réunion à Lyon, et Laurent ne devait pas revenir avant le soir. Mais Camille n'était pas venue pour fouiller dans la vie d'un homme riche, elle était venue pour payer les soins de Thomas. Elle referma ses doigts autour de la clé et descendit au rez-de-chaussée. Gabriel rentra peu avant 10 à 8 heures. Il posa son manteau sombre sur le dossier d'une chaise, retira lentement ses gants et aperçut Camille qui l'attendait près de l'escalier. « Vous avez terminé » ? « Presque. » Elle ouvrit la main. À la vue de la clé, Gabriel se figea. Ce ne fut qu'une seconde, mais Camille le remarqua. Ses épaules se raidirent. Son regard passa de l'objet au visage de la jeune femme. « Où avez-vous trouvé ça ?» Sa voix était plus sèche qu'à l'ordinaire. « À l'étage. Devant la chambre fermée. Vous êtes allé dans ce couloir ? J'ai entendu une musique. » Gabriel arracha presque la clé de sa main. « Cette partie de la maison ne vous concerne pas. » Camille sentit la chaleur lui monter aux joues. « Je n'ai rien ouvert. Je vous ai donné des instructions claires. Et je les ai respectées. » Leurs regards s'affrontèrent. Gabriel semblait vouloir ajouter quelque chose, mais il se détourna brusquement. « À l'avenir, restez au rez-de-chaussée lorsque je ne suis pas là. » Camille serra la mâchoire. Elle avait connu ce ton toute sa vie, celui des gens qui confondaient pauvreté et absence de dignité. « Très bien, monsieur Delcourt. » Elle prit son sac et quitta la villa sans attendre qu'il la salue. Dans le bus qui la ramenait vers Lyon, elle observa les lumières de la ville se refléter sur les vitres mouillées. Elle aurait dû penser à autre chose. À Thomas. Aux factures, à son prochain service. Pourtant, la mélodie continuait de tourner dans sa tête. Elle la connaissait. Elle ignorait d'où. Lorsqu'elle entra dans leur appartement de la Guillotière, Thomas était assis à la table de la cuisine, un appareil photo démonté devant lui. « Tu es rentré tard. » Le bus a pris du retard. Il leva les yeux vers elle et plissa légèrement le front. « Tu mens mal. » Camille posa son sac. « Et toi, tu caches mal quand tu as mal. » Thomas détourna immédiatement le regard. « Ce n'est rien. »« Où ?»« Un peu dans la poitrine. »« Ça a passé. » Camille s'approcha, inquiète. « Depuis combien de temps ?»« Quelques minutes. »« Thomas. Je te jure que ça va. » Elle posa la main sur son épaule. Sous son pull, il semblait plus maigre que la semaine précédente. « Demain, j'appelle le cardiologue. »« Tu travailles demain. »« J'appellerai pendant ma pause. » Thomas soupira. « Tu ne peux pas continuer à tout porter seul. »« Je ne porte pas tout. Tu travailles 12 heures par jour, tu comptes chaque centime et tu fais semblant de ne pas être épuisé. » Camille força un sourire. « C'est mon talent principal. » « Non.
Ton talent principal, c'est de croire que si tu contrôles tout, personne ne pourra partir. La phrase la frappa en plein cœur. Thomas baissa les yeux, regrettant déjà ses mots. Pardon. Camille resta silencieuse quelques secondes, puis lui ébouriffa les cheveux. Mange. Et ne recommence pas à jouer au psychologue. Le lendemain, lorsqu'elle revint à la villa, Gabriel se trouvait dans la véranda. Il examinait un vieux rosier en pot, dont les branches sèches semblaient condamnées. Camille posa son matériel sans parler. Madame Moreau. Elle s'arrêta. Gabriel tenait une paire de ciseaux de jardinage. Vous pensez qu'il est mort? Camille observa la plante. Pas complètement. Le jardinier dit qu'il faut le jeter. Elle s'approcha, gratta légèrement l'écorce d'une branche avec son ongle. Une fine trace verte apparut sous le bois brun. Il reste de la sève. Cela suffit? Parfois. Elle prit les ciseaux, hésita, puis coupa une tige desséchée. Ma mère disait qu'on ne jette jamais une plante tant qu'il reste une branche vivante. Gabriel releva brusquement les yeux. Votre mère disait cela? Ma mère adoptive. Un silence passa entre eux. Claire disait la même chose, murmura-t-il. Claire? Il regarda le rosier plutôt que Camille. Ma première épouse. Pour la première fois, son visage perdit son masque de maîtrise. Quelque chose de très ancien traversa ses traits. C'était son rosier préféré. Camille ne posa aucune question. Elle comprit que le moindre mot de trop refermerait immédiatement cette fissure. Gabriel lui tendit les ciseaux. Faites ce que vous pouvez. Les jours suivants, la distance entre eux changea subtilement. Gabriel restait exigeant, mais il ne la traitait plus comme une présence anonyme. Un matin de pluie, il lui fit apporter une tasse de café. Un autre jour, il lui demanda si son frère allait mieux. Camille remarqua également des détails qu'elle n'avait pas vus au début. Les mains de Gabriel tremblaient parfois lorsqu'il croyait être seul. Une nuit, alors qu'elle terminait exceptionnellement tard, elle l'entendit respirer avec difficulté dans le salon. Il était assis dans l'obscurité, les doigts crispés sur la coudoir. « Monsieur Delcourt ?» Sortait. « Vous faites un malaise ?» Ce n'est rien. Camille s'agenouilla à quelques pas de lui. « Regardez-moi. » Il leva vers elle un regard humilié et furieux. « Inspirez lentement. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Peut-être, mais vous avez besoin d'air. » Elle respira volontairement avec lenteur jusqu'à ce que son rythme s'apaise. Au bout de quelques minutes, Gabriel détourna le visage. « Vous avez déjà vu quelqu'un faire une crise d'angoisse? Ma mère adoptive en faisait après le décès de mon père. Je suis désolée. Moi aussi. » Ce soir-là, avant qu'elle parte, Gabriel lui donna une enveloppe. « Ce n'est pas une faveur. Ce sont des heures supplémentaires. » Camille compta rapidement les billets. « Il y en a trop. Gardez-les. Je ne prends pas ce que je n'ai pas gagné. » Une ombre presque imperceptible passa dans les yeux de Gabriel. « Vous êtes toujours aussi méfiante? Seulement quand quelqu'un essaie de me donner plus que ce qu'il me doit. » Il reprit une partie de l'argent sans insister. Le vendredi suivant, une violente averse s'abattit sur les hauteurs de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Camille nettoyait la bibliothèque lorsqu'elle entendit un bruit d'eau tomber à l'étage. Elle monta rapidement. Une fuite s'étendait depuis le plafond du couloir jusqu'à la porte du bureau interdit. L'eau s'infiltrait déjà sous le bois. Camille appela Gabriel. Aucune réponse. Elle contacta Émilie. « Si tu laisses l'eau entrer, il t'accusera d'avoir détruit son parquet, » dit sa patronne. « Ouvre et mets des serviettes. Je prends la responsabilité. » La porte est verrouillée. Camille se retourna vers le petit meuble du couloir. Gabriel avait remis la clé dans un tiroir, comme s'il voulait la garder à portée de main tout en prétendant qu'elle n'existait pas. Elle la prit. La serrure céda avec un déclic. Une odeur de papier ancien et de bois ciré l'enveloppa. Camille entra uniquement pour poser des serviettes près de la porte. Mais lorsqu'elle se redressa, son regard fut attiré par une grande photographie accrochée au mur. Une jeune femme enceinte se tenait devant la villa, une main posée sur son ventre. Camille s'approcha malgré elle. Le même visage ovale, les mêmes yeux gris, la même fossette près de la bouche. Elle sentit son souffle se couper. Sous le cadre, une plaque discrète portait un nom. Claire Delcourt 1971 à 2000. Derrière elle, la porte s'ouvrit avec violence. Gabriel se tenait sur le seuil, trempé par la pluie. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il y avait une fuite. Son regard glissa vers la photographie, puis revint vers Camille. Son visage se ferma. « Sortez. Monsieur Delcourt, je. Sortez immédiatement. »
J'essayais seulement de protéger le parquet. Vous êtes licencié. Camille resta interdite. Pardon? Prenez vos affaires et quittez cette maison. Vous savez très bien que je n'ai rien fouillé. Je vous avais interdit d'entrer ici. Votre bureau était en train d'être inondé. Cela ne vous autorisait pas à regarder mes affaires. La colère effaça la peur de Camille. Vous croyez vraiment que tout le monde veut vous voler quelque chose? Gabrielle pâlit. Partez. Avec plaisir. Elle ramassa son sac, les mains tremblantes. En se baissant près du bureau, elle aperçut une photographie ancienne à moitié glissée sous un meuble. Elle voulut la remettre en place, mais Gabrielle s'était déjà détournée. Presque sans réfléchir, Camille la saisit et la glissa dans la poche de son manteau. Elle quitta la villa sous une pluie battante. Ce ne fut qu'une heure plus tard, assise dans sa cuisine, qu'elle se souvint de la photographie. Thomas dormait déjà. Camille l'étala sous la lumière jaune de la lampe. Claire Delcourt était allongée dans un lit d'hôpital, tenant un nouveau-né enveloppé dans une couverture blanche. Gabrielle se penchait vers elle, le visage bouleversé de bonheur. Camille retourna lentement l'image. Au dos, une date était inscrite. 12 octobre 1999. Sa propre date de naissance. Et juste en dessous, une phrase. Notre petite Élise, quelques heures avant que tout s'effondre. Camille resta figée devant la photographie. La pluie continuait de battre contre les vitres de son petit appartement, mais elle ne l'entendait presque plus. Toute son attention était absorbée par ces quelques mots griffonnés au dos du cliché. Notre petite Élise, quelques heures avant que tout s'effondre. Ses doigts tremblaient. Elle retourna une nouvelle fois la photographie. Le bébé était emmailloté dans une couverture blanche finement brodée. Un minuscule pendentif en forme d'étoile semblait attaché au tissu. Camille sentit instinctivement sa main se porter vers son propre cou. Depuis son enfance, elle portait exactement le même pendentif. Sa mère adoptive lui avait toujours répondu la même chose lorsqu'elle lui demandait d'où il venait. « Il était avec toi quand je t'ai rencontré. » À l'époque, Camille n'y avait jamais accordé d'importance. Aujourd'hui, chaque détail prenait une dimension nouvelle. Elle ouvrit lentement une vieille boîte en carton rangée au fond de son armoire. À l'intérieur reposaient quelques souvenirs de son enfance. Un carnet d'école, une poupée recousue des dizaines de fois, le certificat de décès de sa mère adoptive, et une enveloppe Kraft contenant ses papiers d'adoption. Elle inspira profondément avant de l'ouvrir. Le document officiel indiquait « Nom à l'arrivée au foyer, Camille. Date de naissance, 12 octobre 1999. Lieu de naissance, Clinique Sainte-Agnès, Lyon. » Ses yeux s'arrêtèrent brusquement. Clinique Sainte-Agnès. Elle connaissait ce nom. Elle l'avait aperçu quelques jours plus tôt dans un article encadré à la bibliothèque de la villa. Gabrielle Delcourt y était présentée comme l'ancien directeur médical de cet établissement avant sa fermeture. Camille sentit son cœur accélérer. Elle relut plusieurs fois les lignes, espérant avoir mal compris. Mais rien ne changeait. La clinique où elle était née appartenait autrefois à la famille Delcourt. Elle se leva brusquement. Thomas entra justement dans le salon, encore à moitié endormi. « Tu n'as pas dormi ?» Camille leva les yeux vers lui. « Tu te souviens de ce que maman disait sur mon adoption ?» Thomas réfléchit quelques secondes. Elle disait qu'elle t'avait choisi dès qu'elle t'avait vu. Autre chose? Pas vraiment. Il remarqua la photographie. C'est qui? Camille hésita. Je ne sais pas. Pourtant tu la regardes comme si tu la connaissais. Elle s'assit de nouveau. Thomas. Si je découvrais que toute ma vie repose sur un mensonge. Il s'approcha. Tu serais toujours ma sœur. La simplicité de cette réponse fit monter les larmes aux yeux de Camille. Thomas continua doucement. Peu importe ce que tu découvriras. Ça ne changera pas les 20 ans où tu m'as élevée. Camille lui prit la main. Merci. Quelques heures plus tard, elle composait un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis plusieurs mois. Cabinet Lefebvre. Bonjour. Je voudrais parler à maître Antoine Lefebvre. Une voix familière répondit presque immédiatement. Camille? Un léger sourire apparut malgré elle. Salut Antoine. Ça fait longtemps. J'aurais préféré t'appeler pour prendre un café. Mais tu m'appelles parce qu'il y a un problème. Oui. Ils se retrouvèrent dans un petit café près du palais de justice de Lyon. Antoine arriva avec quelques minutes d'avance. À 31 ans, il avait conservé le même regard calme que lorsqu'ils étaient étudiants. Il remarqua immédiatement les cernes de Camille. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle posa la photographie sur la table, puis les papiers d'adoption, puis raconta tout. La villa. Le bureau interdit.
La ressemblance. La date. Le licenciement. Le silence de Gabrielle. Antoine ne l'interrompit jamais. Lorsqu'elle termina, il resta quelques secondes pensif. « Tu crois que cette femme pourrait être ta mère biologique ? » « Je ne sais pas ce que je crois. » Il reprit la photographie. « Tu veux connaître la vérité ?» Camille répondit sans hésiter. « Plus que tout. Alors il faudra accepter que cette vérité puisse te faire mal. » Elle hocha lentement la tête. « Je suis prête. » Antoine sortit un carnet. « Première étape, ton dossier d'adoption complet. »« Je l'ai déjà. »« Non. » Il tapota doucement l'enveloppe. « Toi une copie administrative. » Le dossier complet contient parfois des annexes confidentielles, des rapports sociaux, des signatures, des témoignages, parfois même des erreurs. Camille sentit renaître un mince espoir. « Tu peux y avoir accès ? Je peux déposer une demande. » « Combien de temps ? » « Quelques jours. »« Peut être davantage. » Elle soupira. « J'ai l'impression que chaque heure compte. » Antoine la regarda attentivement. « Tu comptes aller parler à Gabrielle ? » Elle resta silencieuse. « Non. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que je n'ai aucune preuve. » Elle baissa les yeux. « Et parce que si je me trompe, je détruirai un homme qui a déjà perdu une fille. » Antoine acquiesça lentement. « Alors on avance méthodiquement. Pas avec des suppositions. Avec des faits. » Pendant ce temps, dans la villa des Delcourt, Émilie franchissait la porte d'entrée sans attendre qu'on l'y invite. Gabrielle était dans son bureau. Il leva les yeux. « Madame Renaud, vous avez renvoyé Camille. »« Oui, c'est une erreur. » Gabrielle fronça les sourcils. Émilie posa calmement son dossier sur le bureau. « C'est moi qui lui ai demandé d'ouvrir cette pièce. » Le silence s'installa. « Pardon ? Il y avait une fuite. Je n'arrivais pas à vous joindre. Je lui ai donné l'autorisation. » Gabrielle pâlit imperceptiblement. « Elle vous l'avait dit. Vous ne l'avez pas écouté. » Gabrielle détourna le regard vers la fenêtre. Émilie poursuivit. « Cette fille travaille plus que n'importe lequel de vos cadres. Elle élève seule son frère malade. Elle ne vole pas. Elle ne ment pas. Et vous venez de punir la seule personne honnête de cette histoire. » Les mots résonnèrent longtemps après son départ. Gabrielle resta immobile devant le bureau. Son regard se posa sur le cadre vide. La photographie avait disparu. Il fouilla immédiatement le tiroir. Les dossiers, les enveloppes, les cartons. Rien. Il comprit alors que Camille était partie avec l'image. Étrangement, ce ne fut pas la colère qui l'envahit. Seulement une immense fatigue. Le soir même, il demanda à son secrétaire de retrouver son numéro. Le téléphone de Camille sonna alors qu'elle rentrait chez elle. « Allô ?» Un silence. Puis une voix grave. « Madame Moreau. » Elle reconnut immédiatement Gabrielle. « Oui. Je vous dois des excuses. » Elle ne répondit pas. « Madame Renaud m'a expliqué ce qui s'était passé. J'ai réagi injustement. » Camille regarda les lumières de Lyon défiler derrière la vitre du tramway. « Ye voice. Si vous acceptez, j'aimerais que vous reveniez travailler. » Elle ferma les yeux. « Thomas. » L'opération. Les factures. Elle n'avait pas vraiment le choix. « Je reviendrai. » Gabrielle souffla discrètement. « Merci. » Avant de raccrocher, Camille posa une dernière question. « Monsieur Delcourt. »« Oui. »« Claire, votre épouse. » Un long silence suivit. « Elle est morte 6 mois après notre fille. » La réponse était calme. Trop calme. Que s'est-il passé ? Gabrielle inspira profondément. « Notre bébé est né avec une détresse respiratoire. Les médecins m'ont annoncé son décès quelques heures plus tard. » Claire. Sa voix se brisa. Claire ne s'en est jamais remise. Elle croyait que notre fille respirait encore lorsqu'on l'a emportée. Les médecins parlaient de choc traumatique. Elle disait qu'on lui avait volé son enfant. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et vous ? » Moi. Il hésita. Je pensais qu'elle refusait d'accepter la réalité. Après sa mort, je me suis convaincue qu'elle avait simplement sombré dans le chagrin. Un silence douloureux s'installa. Puis Gabrielle ajouta d'une voix presque inaudible « Je n'ai jamais vu le corps de ma fille. » Camille se redressa brusquement. « Comment ça ? J'étais au bloc opératoire. Une urgence. C'est mon épouse. » « Non. » Il se corrigea aussitôt. C'est Hélène, qui était alors administratrice de la clinique, qui s'est occupée de toutes les formalités. Le souffle de Camille se coupa. Hélène. Ce prénom. Elle le relut aussitôt dans les papiers d'adoption.
Sans qu'il le sache, Gabriel venait peu être de lui donner la première véritable piste. Le lendemain, Antoine rappela. « J'ai obtenu un premier accès aux archives. » « Déjà ? » ?»« Seulement une partie. Il y a quelque chose d'étrange. »« Quoi ? » ?»« Le nom de la personne qui a remis le nourrisson aux services sociaux a été masqué lors de la numérisation. » Camille sentit son cœur battre plus vite. « Mais, la signature est encore visible. »« Dismoy. » Antoine inspira lentement. Les initiales sont parfaitement lisibles. H. Delcourt. Le monde sembla s'arrêter autour de Camille. Au même instant, dans son bureau, Laurent Delcourt recevait le rapport demandé à un détective privé. Il parcourut rapidement les premières pages. Camille Moreau, employée de nettoyage. Aucun casier judiciaire. Vite avec son frère malade. Puis une note manuscrite attira son attention. Depuis quelques jours, elle pose discrètement des questions sur l'ancienne clinique Sainte-Agnès et sur la famille Delcourt. Laurent referma brutalement le dossier. Son visage se durcit. Pour lui, il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Cette jeune femme préparait quelque chose. Et il était bien décidé à découvrir quoi avant son père. Le nom H. Delcourt resta gravé dans l'esprit de Camille toute la nuit. Elle avait essayé de trouver une explication rationnelle. Peut-être existait-il une autre personne portant ce nom. Peut-être s'agissait-il simplement d'une formalité administrative. Peut-être son imagination reliait-elle des événements qui n'avaient aucun rapport. Mais au fond d'elle, une certitude commençait à grandir. La photographie, les pendentifs, la clinique, la date de naissance, la signature. Pris séparément, ces éléments n'étaient que des coïncidences. Ensemble, ils formaient déjà une histoire. Une histoire dont personne ne voulait parler. 2 jours plus tard, Émilie remit à Camille une nouvelle feuille de mission. « Tu retournes chez Delcourt, demain matin. » Camille leva les yeux. « Il a vraiment accepté ? C'est lui qui l'a demandé. » « Pourquoi ?» Émilie haussa doucement les épaules. « Je ne crois pas que cet homme sache lui-même pourquoi. » Elle observa Camille quelques secondes. « Fais attention. » « À quoi ? » ?»« Aux secrets. Ils sont plus dangereux que les mensonges. » Le lendemain, la villa semblait différente. Ou peut-être était-ce Camille qui ne la voyait plus de la même façon. Les grandes baies vitrées laissaient entrer une lumière pâle. Le parquet brillait. Chaque tableau paraissait raconter une histoire interrompue. Gabriel l'attendait près du salon. « Merci d'être revenu. » Camille hocha simplement la tête. « Je suis ici pour travailler. » Gabriel comprit immédiatement la distance que cette phrase installait. Il ne chercha pas à la réduire. « J'ai demandé qu'on remplace la serrure du bureau. » Elle répondit calmement. « Vous en avez parfaitement le droit. » Un silence s'installa. Puis Gabriel ajouta. « Je vous ai jugé trop vite. »« Oui, je le regrette. » Camille reprit son chariot de nettoyage. « Les regrets ne changent pas ce qui est arrivé. Je le sais. » Il resta immobile tandis qu'elle s'éloignait. Pour la première fois depuis longtemps, Gabriel avait le sentiment de ne plus savoir comment parler à quelqu'un. Vers midi, Laurent arriva. Costume parfaitement taillé. Montre de luxe. Téléphone collé à l'oreille. Il traversa le hall sans même regarder Camille. Puis il s'arrêta brusquement. « Vous êtes revenu ? » ?»« Oui, monsieur. »« Mon père vous a réembauché ? » ?»« Oui. » Il esquissa un sourire qui n'avait rien d'aimable. « Intéressant. » Il raccrocha lentement. Certaines personnes savent vraiment saisir les opportunités. Camille comprit immédiatement le sous-entendu. « Je ne comprends pas. »« Vraiment ?» Il fit quelques pas autour d'elle. « Une employée licenciée. Puis réengagée. Cela ressemble à une belle négociation. » Elle releva les yeux. « Vous insinuez quoi ? » ?»« Rien. » Il sourit davantage. « Je constate simplement que certaines personnes savent inspirer la compassion. » Camille sentit la colère monter. « Je nettoie cette maison. Je ne demande rien d'autre. » Laurent éclata d'un rire discret. Les gens disent toujours cela avant de demander davantage. Il partit sans attendre de réponse. Camille resta immobile quelques secondes. Ce n'était pas la première fois qu'on la regardait comme une opportuniste. Mais cette fois, cette injustice lui fit plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. L'après-midi, Gabriel la trouva dans la bibliothèque. Elle classait soigneusement plusieurs ouvrages anciens. « Vous aimez les livres ?» demanda-t-il. « Je n'ai jamais eu les moyens d'en acheter beaucoup. Alors je les empruntais. »« Quels auteurs ?» Elle réfléchit. « Camus. Modiano. Colette. » Gabriel esquissa un léger sourire. Claire adorait Colette. Encore ce prénom. Encore cette femme. Camille prit son courage.
Monsieur Delcourt. Oui? Pourquoi toutes les photographies sont-elles retournées? Gabriel baissa lentement les yeux. Dans le salon, plusieurs cadres étaient effectivement posés face contre le mur. Parce que je ne supportais plus qu'elle me regarde. Sa réponse était si sincère que Camille ne trouva rien à ajouter. En fin d'après-midi, Gabriel s'arrêta devant une porte au fond du couloir. La fameuse chambre d'enfant. Il resta longtemps sans bouger. Puis, contre toute attente, il sortit une clé de sa poche. Vanessa. Camille le regarda, surprise. Vous êtes sûr? Oui. La serrure tourna lentement. La porte s'ouvrit dans un léger grincement. Une odeur de bois ancien et de lavande envahit le couloir. La pièce semblait figée dans le temps. Un petit lit en bois blanc. Un cheval à bascule. Des rideaux brodés. Des peluches soigneusement alignées. Comme si un bébé devait arriver d'un instant à l'autre. Où revenait chaque nuit. Gabriel entra le premier. Je n'ai jamais rien changé. Sa voix était presque un murmure. 27 ans. Et tout est resté exactement comme ce jour-là. Camille observa les murs. Une sensation étrange lui serrait la poitrine. Elle ne pouvait pas l'expliquer. Elle avait l'impression de connaître cet endroit. Impossible. Pourtant, son regard s'arrêta sur une couverture soigneusement pliée dans le berceau. Blanche, brodée à la main. Les mêmes motifs. Les mêmes petites étoiles. Elle sentit son souffle se bloquer. C'était exactement la couverture visible sur la photographie qu'elle avait emportée. Elle s'approcha presque malgré elle. Gabriel remarqua son émotion. Claire l'avait brodée pendant sa grossesse. Elle y avait passé des semaines. Camille effleura le tissu du bout des doigts. Une chaleur inexplicable parcourut son bras. Elle retira aussitôt sa main. « Vous allez bien ?» demanda Gabriel. « Oui, je crois. » En réalité, elle ne croyait plus rien. Tout devenait trop étrange. Le téléphone de Camille vibra. Un message de Thomas. Le cardiologue veut avancer certains examens. Ne t'inquiète pas. Je vais bien. Elle répondit immédiatement. J'arrive dès que je termine. Gabriel aperçut l'inquiétude sur son visage. Votre frère? Oui. Son cœur? Elle acquiesce. Les médecins surveillent son évolution. Gabriel resta silencieux. Puis demanda doucement. Quel âge a-t-il? 17 ans. C'est jeune pour porter autant de souffrance. Camille sourit tristement. Il dit souvent la même chose de moi. Un silence plus doux s'installa entre eux. Pour la première fois depuis leur rencontre, ils ne semblaient plus appartenir à deux mondes différents. Ils étaient simplement deux êtres humains ayant perdu trop de choses. Alors que Camille s'apprêtait à quitter la chambre, Gabriel remarqua soudain quelque chose. Son regard se fixa sur le cou de la jeune femme. Les pendentifs. La petite étoile d'argent. Il pâlit. Attendez. Camille s'immobilisa. Gabriel s'approcha lentement. Ses mains tremblaient. Ce collier. Elle le regarda, surprise. Oui? Où? Où l'avez-vous eu? Camille toucha instinctivement le pendentif. Je l'ai toujours porté. Depuis quand? Depuis mon adoption. Ma mère disait qu'il était avec moi quand elle m'a accueilli. Gabriel devint livide. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son en sorte. Il leva une main tremblante vers le pendentif, mais s'arrêta avant de le toucher. C'est impossible, murmura-t-il. Pourquoi? Il recula d'un pas. Ses yeux étaient remplis d'une émotion que Camille n'avait encore jamais vue. Parce que, sa voix se brisa. Parce que cette étoile, je l'avais glissée moi-même dans le berceau de ma fille le jour de sa naissance. Le silence qui suivit sembla suspendre le temps. Camille sentit son cœur battre si fort qu'elle en avait presque mal. Aucun d'eux n'osa prononcer le mot qui venait pourtant de s'imposer dans leurs pensées. Dehors, le vent fit doucement bouger les branches du vieux rosier de la véranda. Comme si un passé enseveli depuis 27 ans venait enfin de respirer à nouveau. Gabriel demeura immobile. Ses yeux ne quittaient plus le pendentif en forme d'étoile qui reposait contre la poitrine de Camille. Il semblait lutter contre lui-même. Son esprit lui criait que c'était impossible. Son cœur, lui, refusait désormais d'ignorer les coïncidences. La photographie, la date de naissance, la clinique Sainte-Agnès, la ressemblance avec Claire, et maintenant ce pendentif. Pendant près d'1 minute, aucun des deux ne parla. Finalement, Gabriel détourna lentement le regard. « Excusez-moi. » Sa voix était rauque. « J'ai besoin de m'asseoir. » Il rejoignit lentement un fauteuil placé près de la fenêtre. Camille resta debout. Elle ne savait plus si elle devait partir ou rester.
Gabrielle passa une main tremblante sur son visage. Claire avait choisi ce pendentif 6 mois avant la naissance. Elle disait que les étoiles retrouvaient toujours leur chemin, même lorsqu'elles disparaissaient derrière les nuages. Il esquissa un sourire douloureux. J'en avais fait fabriquer 2. Un pour elle, un pour notre bébé. Camille sentit un frisson parcourir tout son corps. Elle n'avait jamais raconté cette histoire à personne, mais sa mère adoptive répétait souvent une phrase étrange lorsqu'elle l'accouchait enfant. Même quand tu ne sais plus où aller, regarde les étoiles. À l'époque, Camille croyait qu'il ne s'agissait que d'une jolie image. Aujourd'hui, cette phrase prenait un autre sens. Gabrielle leva lentement les yeux vers elle. « Est-ce que votre mère adoptive vous a déjà expliqué d'où venait ce pendentif ? » « Non. Jamais. Elle disait seulement qu'il était avec moi lorsque les services sociaux me l'ont confié. » Gabriel baissa la tête. Ses mains tremblaient davantage. Il murmura presque pour lui-même. Alors Claire disait vrai. Camille fronça les sourcils. « Qu'avez-vous dit ?» Gabriel sembla revenir brusquement à la réalité. « Rien. » Il s'éleva. « Je dois vérifier quelque chose. » Sans attendre, il se dirigea vers son bureau. Quelques minutes plus tard, il revint avec une vieille boîte en bois sombre. La serrure grinça lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur étaient soigneusement rangés plusieurs objets. Une paire de petits chaussons, un bracelet de maternité, quelques lettres, et une facture datant de l'été 1999. Gabriel fouilla longuement, puis sortit une photographie. Claire riait devant un artisan bijoutier. Dans sa main, elle tenait exactement le même pendentif. 2 exemplaires, parfaitement identiques. Camille sentit sa gorge se nouer. Gabriel leva lentement la photographie. Celui-ci était destiné à notre fille. Il posa ensuite la vieille facture devant Camille. 2 pendentifs. Commande spéciale. Gravure intérieure. Camille prit délicatement le sien entre ses doigts. Gravure intérieure. Gabriel hocha lentement la tête. Nous avions demandé au bijoutier d'inscrire une phrase à l'intérieur. Le cœur de Camille accéléra. Je n'ai jamais regardé. Ils restèrent silencieux. Avec précaution, Camille détacha la chaîne. Le fermoir était usé par les années. Elle l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, sous une lumière presque invisible, apparaissaient quelques lettres gravées. Pour notre étoile. Les yeux de Gabriel se remplirent immédiatement de larmes. Il ne chercha même plus à les retenir. Camille sentit les siennes monter également. Aucun mot ne semblait assez fort pour exprimer ce qui se passait. Pourtant, il n'avait toujours aucune certitude. Seulement des indices. Et des émotions. Gabriel inspira profondément. Nous devons faire un test ADN. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle regarda longuement la photographie de Claire, puis celle du bébé, puis le pendentif. Enfin, elle releva les yeux. D'accord. Gabriel sembla retenir son souffle. Mais, elle les s'interrompit. Jusqu'à ce que nous ayons la vérité. Je ne veux pas que vous me regardiez comme votre fille. Ces mots surprirent Gabriel. Pourquoi ? Parce que si nous nous trompons. Elle baissa légèrement la tête. Je ne supporterai pas de perdre une famille que je n'ai même pas encore retrouvée. Gabriel resta silencieux. Il comprenait cette peur. Mieux que quiconque. Vous avez raison. Le test fut organisé dès le lendemain. Gabriel choisit un laboratoire réputé de Lyon. Laurent insista immédiatement pour intervenir. Si nous devons faire les choses, faisons-les sérieusement. Gabriel fronça les sourcils. Que veux-tu dire ? Les médias adorent ce genre d'histoire. Une jeune employée, un milliardaire, une fille cachée. Il faut éviter toute erreur. Gabriel répondit froidement. Ce n'est pas une affaire de médias. Laurent conserva son calme. Justement, je connais le directeur du laboratoire. Ils seront irréprochables. Gabriel accepta sans réfléchir davantage. Camille, elle, remarqua quelque chose. Lorsque Laurent téléphona au laboratoire, il s'éloigna volontairement, comme s'il ne voulait pas être entendu. Elle nota ce détail sans parvenir à expliquer pourquoi il la dérangeait. Quelques jours plus tard, alors que l'attente du résultat semblait interminable, Thomas fit un malaise au lycée. Camille reçut l'appel de l'infirmière en plein service. Elle abandonna immédiatement son chariot. Lorsqu'elle arriva aux urgences de l'hôpital Louis Pradel, Thomas était déjà sous surveillance. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le cardiologue répondit calmement. « Une arythmie. Elle n'a duré que quelques minutes. Mais cela confirme que nous devons avancer la prise en charge. » Camille sentit ses jambes fléchir. L'opération.
Elle devient prioritaire. Le médecin hésita. Certaines dépenses resteront cependant à votre charge. Elle baissa les yeux. Elle connaissait déjà la réponse. Elle n'avait toujours pas cette somme. Au même moment, Gabriel entra dans le service. Camille leva brusquement la tête. « Comment ? Émilie m'a prévenu. » Il s'approcha sans ostentation. « Comment va votre frère ?» Le médecin reconnut immédiatement Gabriel. Son attitude changea. « Professeur Delcourt, je ne savais pas que vous connaissiez cette famille. » Gabriel répondit simplement. « Ce sont des proches. » Camille fut surprise par ce mot. « Des proches. » Le médecin invita Gabriel à consulter le dossier médical. Quelques minutes plus tard, celui-ci rejoignit Camille dans le couloir. « Les chirurgiens sont excellents. Thomas est entre de bonnes mains. » Camille acquiesça faiblement. « Merci. » Gabriel resta quelques secondes silencieux. Puis demanda. « Vous avez mangé aujourd'hui ?» Elle le regarda, étonnée. « Ce n'est pas important. » « Si. » Il alla acheter 2 cafés et un sandwich. Lorsqu'il revint, il tendit le repas à Camille. « Vous ne pourrez aider personne si vous vous écroulez. » Elle accepta cette fois, sans discuter. Ils s'assirent côte à côte dans le couloir. Pendant plusieurs minutes, ils observèrent les infirmières passer. Puis Gabriel murmura. « J'avais imaginé apprendre un jour à ma fille à faire du vélo, à nager, à conduire. » Il esquissa un sourire triste. « Finalement, je ne lui ai même jamais appris à marcher. » Camille sentit sa gorge se serrer. Elle posa doucement sa main sur celle de Gabriel. Ce geste fut très bref, mais il suffisait. Pour la première fois depuis 27 ans, Gabriel n'avait plus l'impression d'être totalement seul. 4 jours plus tard, le laboratoire appela. Gabriel et Camille s'étaient donné rendez-vous dans le bureau de la villa. Laurent arriva quelques minutes après eux. Une enveloppe cachetée reposait sur la table. Gabriel hésita avant de l'ouvrir. Ses mains tremblaient tellement que Camille finit par prendre délicatement le document. Elle inspira profondément, puis lut les premières lignes. Son visage perdit toute couleur. Gabriel comprit immédiatement. « Camille !» Elle releva lentement les yeux. Sa voix était presque inaudible. Probabilité de filiation. Ligne perçant. Le silence devint insupportable. Gabriel prit brutalement le rapport. Il relut chaque ligne. Encore. Encore. Puis une 4e fois, comme s'il espérait voir apparaître un autre résultat. Laurent rompit finalement le silence. « Voilà. Nous avons la réponse. » Il regarda Camille. « Les coïncidences existent. » Camille sentit tout s'effondrer. Les pendentifs. La photographie. Claire. La clinique. Tout. Elle recula d'un pas, puis un autre. « Yeah. Je suis désolée. » Gabriel leva brusquement les yeux. « Non. Attendez. » Il semblait incapable d'accepter ce qu'il lisait. « Ce n'est pas logique. » Laurent intervint immédiatement. « La science, elle, est logique. » Gabriel ne répondit pas. Il restait figé. Le regard perdu. Camille attendit quelques secondes. Elle espérait qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Qu'il lui demande de rester. Qu'il dise qu'il voulait comprendre. Mais Gabriel demeurait prisonnier du choc. Son silence blessa Camille plus que tous les mots de Laurent. Elle remit doucement le pendentif sous son chemisier. Puis murmura. « Je vous souhaite de trouver un jour la paix. » Elle quitta lentement le bureau. Personne ne la retint. Lorsqu'elle disparut derrière la porte, Laurent souffla discrètement. Comme soulagé. Gabriel, lui, resta immobile devant le rapport. Une intuition continuait de lui répéter que quelque chose sonnait faux. Très faux. Au même moment, dans un autre quartier de Lyon, Émilie retrouvait Antoine dans un café. Elle venait de lui raconter le résultat. Antoine resta silencieux quelques secondes. Puis demanda « Quel laboratoire ?» Émilie donna le nom. Le visage d'Antoine changea. « Tu es certaine ?»« Oui. Le responsable technique travaille là, bas depuis 20 ans. Avant, il était déjà employé à la clinique Sainte-Agnès. » Émilie leva brusquement les yeux. « Tu crois que ?» Antoine referma lentement son carnet. « Je ne crois encore rien. Mais à partir de maintenant, je ne fais plus confiance à ce test. » La pluie avait cessé, mais le ciel au-dessus de Lyon restait d'un gris uniforme, comme si la ville refusait encore de laisser entrer la lumière. Camille marchait sans véritable destination. Le rapport ADN était plié dans son sac. Elle aurait voulu le jeter dans la première poubelle venue. Pourtant, elle n'y parvenait pas.
Chaque fois qu'elle repensait au silence de Gabriel lorsqu'elle avait quitté la villa, une douleur sourde lui serrait la poitrine. Elle ne lui en voulait pas d'avoir cru le résultat scientifique. Elle lui en voulait de ne pas avoir trouvé un seul mot pour retenir celle qu'il avait commencé à considérer comme sa fille. Son téléphone vibra. « Antoine, tu peux me rejoindre ? » « Pas aujourd'hui, Camille. » Sa voix était plus ferme qu'à l'habitude. « J'ai besoin que tu viennes. Il y a quelque chose que tu dois voir. » 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent dans la salle de consultation des archives départementales du Rhône. De longues tables en bois. Des lampes vertes. Le silence presque religieux des chercheurs. Antoine avait déjà étalé plusieurs registres anciens devant lui. « Regarde. » Camille s'assit. Le premier registre portait la mention « Clinique Sainte-Agnès, maternité, octobre 1999 ». Les pages étaient jaunies. Certaines annotations avaient été faites à la plume. D'autres au stylo. Antoine tourna plusieurs feuilles avant de s'arrêter. Nuit du 12 octobre. Il pointa 2 lignes. Naissance Negra 1847. Claire Delcourt. Fille. Quelques centimètres plus bas. Naissance Neudro 1848. Accouchement sous X. Fil. Camille sentit son souffle ralentir. 2 bébés. Nés la même nuit. Antoine poursuivit. Continue à lire. À côté de la première ligne figurait une mention manuscrite. Décès déclaré, 13 octobre. À côté de la seconde. Décès néonatal. Camille fronça les sourcils. Athens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Antoine hocha lentement la tête. Oui. Regarde les bracelets. Chaque naissance possédait un numéro d'identification. Sur le registre, les chiffres semblaient avoir été corrigés. Comme si quelqu'un avait effacé les numéros originaux avant d'en inscrire d'autres. Même à l'œil nu, la différence d'encre était visible. Camille murmura. On dirait qu'ils ont été échangés. Antoine répondit doucement. C'est exactement ce que je pense. Ils poursuivirent leurs recherches pendant plus de 2 heures. Une autre anomalie apparut. Le certificat de décès attribué à la fille de Claire Delcourt était signé par un médecin nommé Bernard Lenoir. Antoine consulta immédiatement les registres de garde. Le docteur Lenoir n'était pas présent cette nuit-là. Il participait à un congrès médical à Strasbourg. Camille releva lentement la tête. Quelqu'un a signé à sa place. Ou a utilisé un ancien formulaire. Le silence s'installa. Chaque nouvelle découverte rendait l'histoire plus inquiétante. Ce n'était plus une simple erreur. Quelqu'un avait méthodiquement modifié des documents officiels. En quittant les archives, Antoine proposa une dernière étape. Il reste une personne. Qui ? Une ancienne aide-soignante. Elle travaillait cette nuit-là. Camille comprit immédiatement. Émilie. Émilie accepta de les recevoir après la fermeture de son entreprise. Elle les fit entrer dans son petit bureau. En voyant les registres, son visage se décomposa. « Vous êtes allé jusque-là » Antoine répondit calmement. « Nous avons besoin de comprendre. » Émilie resta longtemps silencieuse. Puis elle se leva. Elle les ferma la porte. Baissa les stores. Avant de revenir s'asseoir. Il y a 27 ans. J'avais 27 ans moi aussi. Je venais d'être embauchée. Je croyais encore que les adultes faisaient toujours ce qui était juste. Elle fixa un point invisible devant elle. Cette nuit-là, la maternité était pleine. 2 naissances presque en même temps. Puis une panne électrique. Quelques minutes seulement, mais suffisamment longues pour plonger tout l'étage dans le chaos. Camille sentit son cœur battre plus vite. Émilie poursuivit. Lorsque la lumière est revenue, j'ai vu Madame Hélène Delcourt sortir de la nurserie. Elle n'avait rien à y faire. Elle était administratrice, pas soignante. Antoine prit discrètement des notes. Vous lui avez parlé ? Oui. Elle m'a répondu que le directeur lui avait demandé de vérifier les dossiers. Puis, elle hésita. J'ai remarqué que 2 bracelets de naissance étaient posés sur un chariot. Quelques minutes plus tard, ils avaient disparu. Le silence devint lourd. Camille murmura. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. « Parce que j'avais peur. » Elle essuya rapidement une joue. J'étais seule. Mon mari venait de perdre son travail. J'avais un bébé de 3 mois. Madame Delcourt m'a regardée. Elle m'a simplement dit « Les jeunes employés qui inventent des histoires ne restent jamais longtemps dans cette clinique. » Émilie baissa la tête. Je me suis tue. Et ce silence m'a poursuivi toute ma vie. Camille ne répondit pas. Elle voyait la culpabilité sincère qui habitait cette femme depuis tant d'années.
Le soir même, Antoine reçut un appel. Il s'éloigna quelques instants avant de revenir. Son expression avait changé. Le laboratoire indépendant accepte de refaire les analyses. Camille leva les yeux. Tu crois vraiment que le premier test est faux? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Les preuves matérielles deviennent trop nombreuses. Les registres, les bracelets, le certificat, les pendentifs, la photographie. Tout cela ne peut pas être balayé par un seul document. Comment allons-nous obtenir un nouvel échantillon? Antoine sourit légèrement. Tu te souviens du café que Gabriel a bu à l'hôpital? Camille fronça les sourcils. Oui. Il a laissé son gobelet. Je l'ai récupéré. Elle le regarda, stupéfaite. Tu plaisantes? Les avocats apprennent parfois à penser autrement. Il sortit un sachet hermétique de son sac. À l'intérieur se trouvait effectivement le gobelet. Camille éclata malgré elle d'un petit rire nerveux. Le premier depuis plusieurs jours. Tu es complètement fou. Peut être. Mais si quelqu'un a manipulé le premier test, je veux un échantillon qui n'est passé entre les mains de personne. Pendant ce temps, à la villa, Laurent observait discrètement sa mère. Hélène semblait inhabituellement nerveuse. Elle faisait les 100 pas dans le salon. « Tu attends quelqu'un » demanda Laurent. Elle sursauta presque. « Non. Tu mens. » Elle détourna immédiatement le regard. « Tu es tendue depuis que cet employé est arrivé. Cette histoire est ridicule. » Laurent s'approcha. « Alors pourquoi t'inquiète-t-elle autant ?» Hélène resta silencieuse. Finalement, elle répondit d'une voix froide. « Parce que certaines personnes savent fabriquer des mensonges très convaincants. » Mais Laurent remarqua un détail. Sa mère ne regardait jamais son visage lorsqu'elle parlait. Elle fixait constamment la fenêtre, comme si elle craignait de voir quelqu'un arriver. 2 jours plus tard, le téléphone d'Antoine sonna à 8h20. Il décrocha immédiatement, écouta, puis resta parfaitement immobile. « Merci. Je comprends. » Il raccrocha. Pendant quelques secondes, il ne bougea plus. Puis il appela Camille. « Où est-ce? Au travail. Sors de la ville. Tout de suite. » Pourquoi? Sa voix tremblait. « Antoine. Qu'est-ce qu'il se passe ?» Il inspira profondément, puis prononça lentement chaque mot. Le laboratoire indépendant vient de terminer les analyses. Un silence. Puis, le premier test ADN a été manipulé. Camille sentit le monde vaciller autour d'elle. Elle s'appuya contre le mur. Et les secondes, Antoine ferma les yeux avant de répondre. Probabilité de filiation biologique entre Gabriel Delcourt et toi. 99,998%. Plus aucun doute. Le souffle de Camille se coupa. Des larmes montèrent sans qu'elle puisse les retenir. Elle ne savait plus si elle pleurait de joie, de colère, ou de toutes les années perdues. Antoine reprit doucement. « Camille, tu es bien la fille de Gabriel. » Elle glissa lentement le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol. Au même instant, à quelques mètres d'elle, derrière la porte de son bureau, Gabriel Delcourt contemplait encore le premier rapport ADN falsifié, sans savoir que toute sa vie venait une seconde fois de basculer. Mais cette fois, vers la vérité. Camille resta longtemps assise contre le mur du couloir de service. Autour d'elle, la vie de la villa continuait comme si rien ne s'était passé. Une employée de cuisine passa avec un plateau. Le jardinier traversa la terrasse en poussant une brouette. Au loin, une tondeuse se mit en marche. Tout semblait normal. Et pourtant, plus rien ne l'était. Elle était la fille de Gabriel Delcourt. Cette phrase, qu'elle avait tant espérée, lui faisait presque peur. Elle pensa à sa mère adoptive, à cette femme qui avait travaillé comme caissière pendant plus de 20 ans pour lui offrir une enfance simple mais digne. « Tu n'as pas besoin de connaître ton passé pour devenir quelqu'un de bien », lui répétait-elle. Camille essuya lentement ses larmes. Non. Découvrir ses origines ne retirait rien à l'amour qu'elle avait reçu. Elle resterait toujours la fille de Madeleine Moreau. Mais quelque part, une autre femme avait pleuré sa disparition pendant des mois. Et un homme continuait à déposer des fleurs dans une chambre d'enfant vide depuis 27 ans. Son téléphone vibra. « Antoine. Ne dis encore rien à Gabriel. Il nous manque une seule chose, la vérité complète. Sans elle, Hélène pourra toujours nier. » Camille relut plusieurs fois le message. Il avait raison. Le test prouvait sa filiation. Il ne prouvait pas comment elle avait disparu. Et sans cette réponse, Hélène trouverait encore un moyen de transformer toute l'histoire en erreur administrative. Elle inspira profondément. Une décision venait d'être prise.
avant de retrouver son père. Elle irait chercher celle qui lui avait volé toute une vie. Le lendemain matin, Camille demanda discrètement à Émilie l'adresse d'Hélène Delcourt. Émilie hésita. « Tu es certaine ? » ?»« Oui. N'y va pas seule. Antoine sera là. » Émilie hocha lentement la tête. « Alors fais attention. Cette femme n'a jamais élevé la voix. Elle n'en a jamais eu besoin. » Hélène Delcourt habitait désormais un élégant hôtel particulier du 6e arrondissement de Lyon. Une façade de pierre claire. Des volets parfaitement entretenus. Un jardin où chaque rosier semblait taillé au millimètre. Camille sonna. Quelques secondes plus tard, une gouvernante ouvrit. « Madame Delcourt vous attend. » Camille échangea un regard surpris avec Antoine. « Elle nous attend ? » ?»« Oui. Comme si votre visite était prévue. » Ils furent conduits dans un vaste salon où Hélène les attendait déjà. Elle était assise près d'une fenêtre, un livre fermé sur les genoux. Toujours impeccable. Toujours élégante. Mais son visage semblait plus fatigué que lors de leur première rencontre. Elle posa lentement sa tasse de thé. « Je me demandais combien de temps il vous faudrait. » Camille resta debout. « Vous saviez que je reviendrais. »« Bien sûr. Vous ressemblez beaucoup à votre mère. » Lorsqu'elle voulait une réponse, rien ne pouvait l'arrêter. Camille sentit son cœur accélérer. Pour la première fois, Hélène venait de reconnaître la ressemblance. « Pourquoi avez-vous dit cela ?» Hélène esquissa un sourire presque triste. « Parce que nier davantage serait ridicule. » Antoine intervint aussitôt. « Nous avons un nouveau test ADN. Le véritable. » Le visage d'Hélène se figea. Un très léger mouvement. À peine visible. Mais suffisant. Elle comprit immédiatement. Le premier test avait échoué. Camille sortit lentement le rapport indépendant. Elle le posa sur la table. « Vous voulez le lire ?» Hélène ne bougea pas. « Je connais déjà le résultat. » Le silence envahit la pièce. Camille sentit une colère longtemps contenue remonter en elle. « Alors dites-moi la vérité. » Hélène leva enfin les yeux. « Laquelle ? » ?»« Toute. Cela prendra longtemps. J'ai attendu 27 ans. Je peux attendre encore quelques minutes. » Pendant près d'une minute, Hélène observa le jardin par la fenêtre. Puis elle parla. Sa voix était calme. Trop calme. « Tu n'étais pas censé disparaître. » Camille sentit son souffle se couper. Hélène poursuivit. « Tout devait être temporaire. » « Temporaire ?» La voix de Camille trembla. « Vous appelez ça temporaire ? 27 ans ?» Hélène baissa la tête. Pour la première fois, elle semblait incapable de soutenir son regard. « Tu ignores ce qui s'est passé cette nuit-là. Alors racontez-le. » Hélène ferma les yeux. Les souvenirs revenaient avec une précision qu'elle aurait préféré ne plus jamais retrouver. Claire venait d'accoucher. Gabriel était au bloc opératoire. Toute la clinique était dans le chaos. Puis une panne électrique a plongé l'étage dans l'obscurité. Elle marqua une pause. Cette nuit-là, un autre bébé est mort. Une petite fille née sous X. Camille sentit ses mains devenir glacées. Hélène poursuivit d'une voix presque mécanique. J'avais déjà commis une faute. Quelques semaines auparavant, j'avais détourné de l'argent de la clinique pour rembourser les dettes de mon frère. Claire l'avait découvert. Elle voulait tout raconter à Gabriel. Antoine échangea discrètement un regard avec Camille. La pièce commençait à s'assembler. Si Gabriel apprenait la vérité, continua Hélène, je perdais mon poste, mon nom, ma famille, tout. Elle inspira difficilement. Puis cette enfant est morte. Et j'ai eu une idée monstrueuse. Le mot résonna dans le silence. Monstrueuse. Même Hélène semblait incapable d'en trouver un autre. J'ai échangé les bracelets. J'ai déclaré que la fille de Claire était morte. Et j'ai fait enregistrer l'autre bébé comme étant celui qui avait disparu. Camille sentit les larmes monter. Pourquoi ? Pourquoi ne pas simplement dire la vérité ? Pourquoi m'avoir abandonnée ? Hélène répondit sans détour. Parce qu'à cet instant, je pensais encore pouvoir réparer ce que j'avais fait. Elle se mit à rire doucement. Un rire vide. C'est toujours comme ça que commencent les pires tragédies. On croit qu'on mentira une seule fois, puis il faut mentir encore. Et encore. Jusqu'à ce que toute une vie repose sur cette première faute. Camille ne parvenait plus à respirer normalement. « Et moi, qu'avez-vous fait de moi ?» Hélène répondit sans détour. « Je t'ai confié anonymement à une association. Je pensais te récupérer quelques semaines plus tard. Quand tout serait calmé. » Sa voix se brisa légèrement. Mais Claire est tombée dans une profonde dépression. Puis elle est morte. Et après cela, je n'ai plus trouvé le courage. Camille secoua lentement la tête. Non.
Ce n'était pas du courage qui vous manquait. C'était de l'honnêteté. Hélène accepta le reproche sans répondre. Antoine posa alors une question. Pourquoi avoir épousé Gabriel? Le silence dura longtemps. Très longtemps. Puis Hélène répondit enfin. Parce que je l'aimais. Depuis des années. Avant même qu'il épouse Claire. Camille sentit une nouvelle colère monter. Vous l'aimiez? Vous lui avez volé sa fille. Hélène éclata soudain en sanglots. Les premiers depuis le début de l'entretien. Justement. Je pensais qu'une fois Claire partie, il finirait par m'aimer. Elle leva des yeux rouges vers Camille. Tu sais ce qui est le pire? Il ne m'a jamais aimé comme il l'avait aimé, elle. Pas une seule journée. Le silence qui suivit était insoutenable. Pour la première fois, Camille ne voyait plus seulement une manipulatrice. Elle voyait une femme qui avait laissé une jalousie devenir un crime. Une femme détruite par ses propres choix. Mais cela ne diminuait en rien la gravité de ce qu'elle avait fait. Hélène se leva lentement. Elle quitta quelques instants le salon. Lorsqu'elle revint, elle tenait une vieille enveloppe jaunie. Ses mains tremblaient. J'aurais dû la brûler. Je ne l'ai jamais pu. Elle tendit l'enveloppe à Camille. Au recto, une écriture élégante. À Gabriel. Camille sentit son cœur battre plus vite. Qu'est-ce que c'est? Hélène murmura. La dernière lettre que Claire a écrite avant sa mort. Elle ne l'a jamais reçue. Parce que c'est moi qui l'ai cachée. Camille ouvrit lentement l'enveloppe. Le papier avait jauni avec les années. L'encre était encore parfaitement lisible. Ses yeux tombèrent immédiatement sur les premières lignes. Gabriel, si tu lis un jour cette lettre, c'est que je n'ai pas réussi à te convaincre. Notre fille est vivante. Je l'ai vue. Je l'ai vue dans les bras d'Hélène. Je t'en supplie. Retrouve-la. Les mains de Camille commencèrent à trembler si fort que la lettre faillit lui échapper. À cet instant précis, elle comprit que sa mère biologique n'avait jamais cessé de la chercher. Et que, jusqu'à son dernier souffle, Claire Delcourt avait tenté de sauver sa fille. Les mots de Claire semblaient encore vibrer dans le silence du salon. Camille tenait la lettre contre sa poitrine comme si elle craignait qu'on la lui arrache une seconde fois. Elle n'avait jamais connu sa mère. Elle ne se souvenait ni de son visage, ni de sa voix. Pourtant, à travers ces quelques lignes écrites 27 ans plus tôt, elle avait enfin entendu son amour. Elle ferma les yeux. Une seule pensée occupait désormais son esprit. Claire ne l'avait jamais abandonnée. Cette certitude réparait une blessure qu'elle portait depuis l'enfance. Mais elle ouvrait une autre plaie, plus profonde encore. Pendant 27 ans, Gabriel avait cru que son épouse avait perdu la raison. Alors qu'elle disait la vérité, Antoine rompit doucement le silence. Il faut lui montrer cette lettre. Camille hocha lentement la tête. Oui. Elle regarda Hélène. Vous viendrez avec nous. Hélène leva les yeux. Pourquoi? Parce que cette fois, ce ne sera plus Claire qui parlera seule. Ce sera vous. La villa Delcourt semblait étrangement paisible lorsque leur voiture franchit le portail. Le vieux rosier de la véranda avait retrouvé quelques fleurs depuis que Camille en prenait soin. Gabriel se trouvait dans la bibliothèque. Il leva la tête en voyant entrer Camille. Puis Antoine, puis Hélène. Son visage se referma immédiatement. Que signifie tout cela? Personne ne répondit. Camille s'avança lentement. Elle posa 2 enveloppes sur la table. Le rapport ADN indépendant. Puis la lettre de Claire. J'aimerais que vous lisiez cela. Gabriel fronça légèrement les sourcils. Il prit d'abord le rapport. Ses yeux parcoururent les premières lignes. Puis s'arrêtèrent. Il relut. Une deuxième fois. Une troisième. Ses mains commencèrent à trembler. Ce n'est pas le premier test. Antoine répondit calmement. Il a été falsifié. Nous avons fait réaliser une expertise indépendante. Le silence envahit la pièce. Gabriel leva lentement les yeux vers Camille. Ils étaient remplis d'un mélange d'espoir et d'effroi. Alors, tôt. Il n'arrivait plus à terminer sa phrase. Camille sentit les larmes monter. Elle ne répondit pas. Elle se contenta d'acquiescer. Très lentement. Gabriel recula d'un pas, puis d'un autre. Il dut s'appuyer contre une bibliothèque pour ne pas tomber. Pendant 27 ans, il avait rêvé de revoir sa fille. Et lorsqu'elle s'était enfin tenue devant lui, il lui avait demandé de quitter sa maison. Une douleur indicible traversa son visage. Mais Camille posa doucement la main sur la lettre. « Lices d'abord JJ ». Gabriel ouvrit l'enveloppe. Il reconnut immédiatement l'écriture. Son souffle se bloqua. Claire. Il commença à lire.
À mesure que ses yeux avançaient sur les lignes, son visage perdait toute couleur. Il revit sa femme dans cette chambre d'hôpital. Ses larmes, ses cris, sa certitude que leur enfant respirait encore. Et Louis, qui lui répétait doucement « Les médecins ne peuvent pas se tromper ». Une larme tomba sur le papier, puis une autre. Lorsqu'il arriva à la dernière ligne, il referma lentement les yeux. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Elle disait la vérité. Personne ne répondit. Gabriel leva lentement le regard vers Hélène. Pour la première fois depuis leur rencontre, il ne voyait plus son ancienne épouse. Il voyait une étrangère. Est-ce vrai? Hélène resta silencieuse. Réponds-moi. Toujours rien. Gabriel fit un pas vers elle. Est-ce vrai? La voix était plus forte. Brisée. Presque désespérée. Hélène inspira profondément. Puis murmura. Oui. Le mot résonna dans toute la pièce. Gabriel recula comme s'il venait d'être frappé. Tôt. Il porta une main à son visage. Tu m'as laissé croire, pendant 27 ans, que notre fille était morte. Hélène baissa les yeux. Oui, tu as laissé Claire mourir, en pensant que je ne la croyais pas. Une nouvelle fois. Oui? Gabriel serra les poings. Pourquoi? Hélène répondit avec une sincérité presque douloureuse. Parce que j'étais lâche. Le silence tomba. Puis Gabriel éclata. Pas de colère. Pas de cri. Seulement un immense sanglot qu'il n'essaya même plus de retenir. Camille sentit son propre cœur se briser. Voir un père pleurer ainsi pour les années qu'on lui avait volées avait quelque chose d'insoutenable. Quelques minutes plus tard, Gabriel retrouva un semblant de calme. Il s'assit, le regard perdu dans le vide. Puis il demanda doucement « Est-ce que tu m'as épousée? Par amour? Ou pour cacher ce que tu avais fait ?» La question resta suspendue. Hélène réfléchit longtemps, puis répondit avec une honnêteté inattendue. « Les deux. » Elle releva les yeux. « Je t'aimais vraiment. Depuis longtemps. Mais je savais aussi que jamais tu ne m'aurais regardé, si Claire était restée dans ta vie. » Gabriel baissa la tête. Cette réponse semblait lui faire encore plus mal que le mensonge lui-même. « Tu as construit notre mariage, sur le tombeau de mon enfant. » Hélène ne protesta pas, parce qu'il avait raison. Laurent entra brutalement dans la bibliothèque. Il venait de rentrer de Paris. En découvrant les visages de chacun, il comprit immédiatement que quelque chose venait de basculer. « Qu'est-ce qui se passe ?» Personne ne répondit. Gabriel lui tendit simplement la lettre. Laurent la lut rapidement. Puis son regard se tourna lentement vers sa mère. « Dis-moi que c'est faux. » Hélène resta silencieuse. « Maman, dis-moi que c'est faux. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Hélène. « Je ne peux pas. » Laurent sentit ses jambes fléchir. Toute sa vie venait également de s'effondrer. Il regarda Camille, longuement, puis murmura « Tu es ma sœur ?» Camille secoua doucement la tête. « Non. » Elle prit quelques secondes avant d'ajouter « Je suis la fille de Gabriel. Mais cela ne fait pas automatiquement de nous une famille. » Laurent baissa les yeux. Cette phrase le blessa profondément. Et pourtant, il savait qu'il ne méritait pas davantage. Gabriel se leva lentement. Il s'approcha d'Hélène. Sa voix était désormais parfaitement calme. « Je vais remettre cette lettre, les nouveaux résultats ADN et les archives aux autorités. » Hélène acquiesce. « Je le sais. Je ne chercherai pas à te protéger. Je ne te le demande pas. Notre histoire s'arrête aujourd'hui. » Hélène ferma les yeux. Elle semblait avoir attendu cette phrase depuis des années. Oui. À cet instant précis, le téléphone de Camille sonna. Elle décrocha immédiatement. Le visage du cardiologue apparut sur l'écran. « Madame Moreau ? Oui ? Je préfère vous prévenir rapidement. Les examens de Thomas montrent une aggravation. Nous devons avancer son opération. » Le sourire fragile qui venait à peine de renaître sur le visage de Camille disparut aussitôt. « Quant ? Dès que possible. Idéalement dans les prochaines semaines. » Ses jambes tremblèrent. Gabriel comprit immédiatement. « Thomas ?» Elle acquiesce. Le médecin poursuivit. « Plus nous attendrons, plus le risque augmentera. » L'appel prit fin. Le silence revint. Camille essuya rapidement ses yeux, comme si elle refusait de pleurer davantage. Gabriel s'approcha, très doucement. « Laisse-moi faire quelque chose. » Elle leva les yeux. « Je connais les meilleurs chirurgiens de France. Je peux organiser son intervention. » Camille hésita. « Pourquoi ?» Gabriel répondit sans détour. « Parce qu'il est ton frère. Et parce que
Il s'interrompit. Sa voix trembla légèrement. Même si je n'ai pas eu le droit de te protéger pendant 27 ans, laisse-moi au moins essayer de protéger quelqu'un que tu aimes. Camille sentit son cœur vaciller. Une partie d'elle voulait accepter immédiatement. Une autre avait peur. Peur que tout cela ne soit qu'un geste de culpabilité. Avant qu'elle puisse répondre, une voix faible résonna derrière eux. Thomas venait d'arriver, accompagné d'une infirmière venue déposer des documents médicaux que Camille avait oubliés la veille. Le jeune homme avait entendu les derniers mots de Gabrielle. Il regarda successivement sa sœur, Gabrielle, puis les lettres encore ouvertes sur la table. Il comprit plus vite que personne ne l'aurait imaginé. Et avec un petit sourire fatigué, il dit simplement « Si cet homme est vraiment ton père, alors laisse-lui une chance de commencer à le devenir. » Le silence qui suivit fut encore plus bouleversant que toutes les révélations précédentes. Car cette fois, ce n'était plus le passé qui parlait. C'était l'avenir. Le trajet jusqu'à l'hôpital Louis Pradel se fit dans un silence presque irréel. Thomas était assis à l'arrière de la voiture de Gabrielle. Camille regardait la route sans vraiment la voir. Gabrielle conduisait lentement. Depuis la révélation de leur lien, aucun d'eux n'avait encore prononcé les mots qui leur brûlaient les lèvres. P.O.R.E. Fille. Il semblait encore trop fragile. Comme un pont qu'un seul geste brusque pourrait faire s'effondrer. L'équipe de cardiologie accueillit Thomas dès leur arrivée. Le professeur Sarah Benamou, une chirurgienne d'une quarantaine d'années, les reçut dans son bureau. Son regard était direct, mais bienveillant. Elle étala les derniers examens sur son écran. Le ventricule droit est plus fragile que prévu. Nous ne pouvons plus attendre plusieurs mois. Camille sentit son ventre se nouer. Combien de temps avons-nous ? Quelques semaines au maximum. Elle marqua une pause. Mais je préfère intervenir rapidement. Gabrielle observait attentivement les images. Il connaissait ce type de dossier mieux que quiconque. Même après sa retraite, son œil de chirurgien retrouvait immédiatement les détails importants. Sarah remarqua son regard. « Vous pensez la même chose que moi, professeur ?» Gabrielle acquiesça lentement. « Oui. » Il y eut un silence. Puis Sarah ajouta. « J'aurais aimé que vous soyez encore au bloc. Vous étiez le meilleur. » Gabrielle détourna légèrement le regard. « J'ai quitté la chirurgie pour une raison. » En sortant du bureau, Camille remarqua que Gabrielle marchait plus lentement qu'à l'habitude. Il s'appuyait discrètement contre le mur. « Ça va ?» Il força un sourire. « Oui. » Mais au moment où il voulut remettre ses lunettes, sa main trembla si fortement qu'elles tombèrent au sol. Camille les ramassa. Elle leva lentement les yeux vers lui. « Depuis combien de temps ?» Gabriel resta silencieux. « Monsieur Delcourt. »« Gabrielle. » Elle hésita. « Depuis combien de temps ?» Il soupira. « 3 ans. »« Pourquoi ?» Un tremblement essentiel. « Les médecins disent qu'il progresse lentement. » Camille sentit un froid parcourir son dos. Elle comprit immédiatement. « Une chirurgienne. » Des mains qui tremblent. Le pire cauchemar imaginable. 2 jours plus tard, Gabrielle demanda à Sarah Benamou de lui montrer les dernières simulations opératoires de Thomas. Ils se retrouvèrent dans une salle d'entraînement équipée de matériel chirurgical. Gabrielle enfila des gants. Il prit un porte-aiguille. Pendant quelques secondes, tout sembla revenir naturellement. Ses gestes étaient précis, calmes. Puis, sa main droite se mit à trembler. L'instrument glissa, tomba sur le sol métallique. Le bruit résonna dans toute la salle. Gabriel ferma les yeux. Il savait. Cette fois, il ne pouvait plus le nier. Une voix s'éleva derrière lui. « Vous vouliez vraiment l'opérer ?» Il se retourna. Camille se tenait dans l'encadrement de la porte. Elle avait tout vu. Le silence dura longtemps. Gabriel retira lentement ses gants. « Oui. Pourquoi ?» Il répondit presque immédiatement. « Parce que je voulais réparer. » Camille sentit une boule se former dans sa gorge. « Réparer quoi ?» Il leva enfin les yeux. Ils étaient remplis d'une fatigue immense. 27 ans d'absence. Sa voix tremblait. « Je me suis dit que si je sauvais ton frère, peut-être que tu pourrais me pardonner. » Camille sentit les larmes monter. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était une profonde tendresse mêlée de colère. Elle s'approcha lentement. « Vous vous trompez. » Gabriel resta silencieux. « Vous croyez que je cherche un héros. Vous croyez que j'ai besoin que quelqu'un sauve ma vie pour devenir mon père. » Elle secoua doucement la tête. « Non. Ce que j'attends, c'est que vous soyez là, même quand vous ne pouvez rien réparer. » Ces mots frappèrent Gabriel avec une force inattendue.
Pendant toute sa carrière, il avait appris à sauver des vies. Il n'avait jamais appris à accepter ses limites. Il murmura « Je ne sais pas comment être ton père ». Camille répondit doucement « Moi non plus. Je ne sais pas comment retrouver le mien ». Ils échangèrent un sourire fragile. Le premier véritable sourire depuis leur rencontre. Le lendemain matin, Gabriel convoqua Sarah Benamou. « C'est vous qui opérerez Thomas ». Sarah resta surprise. « Vous êtes certain ?» Il hocha lentement la tête. « Mes mains ne me permettent plus d'assumer cette responsabilité. » Elle posa une main discrète sur son avant-bras. « Vous venez de prendre la décision la plus courageuse de votre carrière. » Gabriel sourit faiblement. « Non. La plus difficile. » Lorsque Camille a pris cette décision, elle rejoignit Gabriel dans le jardin de la villa. Le vieux rosier était désormais couvert de fleurs. Elle s'assit à côté de lui. « Merci. » Gabriel fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi ? Parce que vous avez choisi Thomas. Pas votre culpabilité. » Il resta longtemps silencieux. Puis murmura « J'aurais aimé comprendre cela il y a 27 ans. » Quelques jours plus tard, l'opération fut programmée. L'hôpital semblait plus silencieux que d'habitude. Thomas fut conduit au bloc à 7h45. Avant de partir, il regarda successivement Camille et Gabriel. « Vous avez une drôle de tête, tous les deux. » Camille essaya de sourire. « On s'inquiète. »« Je sais. » Il regarda Gabriel. « Promettez-moi une chose. »« Laquelle ?»« chose. »« Ne perdez plus jamais ma sœur. » Gabriel sentit sa gorge se serrer. « Je te le promets. » Thomas lui tendit alors la main. Gabriel la serra avec émotion. Quelques secondes plus tard, les portes du bloc se refermèrent. Les heures commencèrent à s'étirer. Camille faisait les 100 pas. Gabriel restait assis, les mains jointes. Pour la première fois depuis des années, il ne pouvait rien faire. Rien contrôler. Rien réparer. Seulement attendre. Après 3 heures d'intervention, Sarah Benamou sortit enfin du bloc. Son masque pendait autour de son cou. Son visage était grave. Camille se leva d'un bond. Alors, Sarah inspira profondément. L'opération s'est bien déroulée. Mais une complication est apparue au moment de refermer. Le cœur de Thomas a présenté une instabilité importante. Nous avons réussi à le stabiliser. Elle marqua une pause. Les prochaines 24 heures seront décisives. Camille sentit ses jambes céder. Avant qu'elle ne tombe, Gabriel la retint doucement. Elle enfouit son visage contre son épaule. Sans réfléchir, sans retenue. Et, pour la première fois depuis 27 ans, Gabriel sentit sa fille pleurer dans ses bras. Il ne prononça aucune parole. Il resta simplement là, présent, comme elle le lui avait demandé. Quelques mètres plus loin, Laurent observait la scène en silence. À ses côtés, Hélène, désormais placée sous contrôle judiciaire, venait d'arriver escortée par son avocate pour être informée de l'état de Thomas. Laurent se tourna vers elle. Son regard n'était plus rempli de colère, seulement d'une immense lassitude. « To voice », dit-il doucement. Ils étaient déjà une famille. Et nous avons passé 27 ans à essayer de les séparer. Hélène baissa la tête. Aucun mot ne pouvait répondre à cela. Le couloir replongea dans le silence. Derrière les portes du service de réanimation, les machines continuaient leur rythme régulier. Puis, au beau milieu de la nuit, une alarme retentit soudain dans la chambre de Thomas. Les infirmières se mirent à courir. Les portes se refermèrent brutalement. Camille sentit son souffle s'arrêter. Et Gabriel, sans quitter la vitre des yeux, comprit qu'il allait vivre une seconde fois la plus longue nuit de toute son existence. L'alarme déchira le silence du service de réanimation. En quelques secondes, plusieurs médecins pénétrèrent dans la chambre de Thomas. Les rideaux furent tirés. La porte se referma. Seuls demeuraient visibles les reflets bleutés des écrans de surveillance. Camille resta figée. Ses jambes refusèrent d'avancer. Gabriel posa doucement une main sur son épaule. Cette fois, il ne chercha pas à trouver les mots. Il savait que certains instants ne supportaient aucun discours. Ils exigent seulement une présence. À l'intérieur de la chambre, Sarah Benamou dirigeait l'équipe. Pression en baisse, adrénaline prête, rythme instable. Les secondes semblaient durer une éternité. Puis, après plusieurs longues minutes, la fréquence cardiaque se stabilisa lentement. Sarah expira enfin. Il revient. Une infirmière la regarda avec soulagement. On l'a récupéré. Sarah hocha la tête. Oui, mais il va avoir besoin de beaucoup de temps. Lorsqu'elle ressortit dans le couloir,
Camille se précipita vers elle. « Il est vivant ?» Sarah esquissa un sourire fatigué. « Oui. La crise est passée. » Les larmes de Camille jaillirent aussitôt. Gabriel ferma simplement les yeux. Pour la première fois depuis des heures, il osa respirer profondément. 2 jours plus tard, Thomas ouvrit enfin les yeux. Il était encore faible. Sa voix n'était qu'un souffle. Mais lorsqu'il aperçut Camille, il sourit. « Tu pleures encore ?» Elle éclata de rire à travers ses larmes. « Tu m'as fait peur. » Thomas tourna lentement la tête vers Gabriel. « Vous aussi ?» Gabriel acquiesça. « Beaucoup. » Thomas observa quelques secondes leur visage. Puis murmura avec malice. « Alors, vous avez enfin appris à vous parler ?» Camille sourit. « On essaie. » Thomas referma doucement les yeux. « Continuez. » « Je suis fatigué de faire le médiateur. » La chambre éclata d'un rire discret. Le premier véritable éclat de rire depuis des semaines. Pendant que Thomas récupérait, l'enquête judiciaire avançait rapidement. Grâce aux archives, à la lettre de Claire, aux nouveaux tests ADN et aux aveux enregistrés d'Hélène, le juge d'instruction ouvrit officiellement une procédure. Les anciens employés de la clinique furent entendus. Plusieurs témoignages oubliés ressurgirent. Une ancienne secrétaire confirma qu'Hélène avait exigé l'accès au registre la nuit des faits. Un ancien agent de sécurité déclara l'avoir vu quitter la maternité avec un nourrisson dans les bras avant d'y revenir quelques minutes plus tard. Chaque nouvelle déposition renforçait la même vérité. Il ne s'agissait pas d'une erreur, mais d'une manipulation soigneusement organisée. Quelques semaines plus tard, Hélène demanda à rencontrer Camille une dernière fois. La rencontre eut lieu dans une salle sobre du palais de justice. Aucune élégance, aucun luxe, seulement une table, 2 chaises, et 27 années de silence. Hélène semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient plus gris, son regard moins fier. Elle posa doucement une petite boîte en bois sur la table. C'était à Claire. Camille l'ouvrit. À l'intérieur reposaient plusieurs objets. Un bracelet de maternité, quelques photographies, une mèche de cheveux attachée par un ruban, et un petit carnet. « Qu'est-ce que c'est ?» Hélène répondit presque à voix basse. « Son journal. Elle me l'avait confié quelques jours avant l'accouchement. Je ne lui ai jamais rendu. » Camille leva lentement les yeux. « Pourquoi me le donner maintenant ?» Les lèvres d'Hélène tremblèrent. « Parce qu'il ne m'appartient plus. » Elle hésita, puis ajouta. « Rien ne répara ce que je t'ai volé. Mais je refuse de mourir en gardant encore ce qui appartenait à ta mère. » Camille observa longuement le journal. Elle ne ressentait plus la colère brûlante des premiers jours. Seulement une immense tristesse. « Je ne peux pas vous pardonner aujourd'hui. » Hélène acquiesce. « Je ne suis pas venue chercher ton pardon. » Elle baissa les yeux. « Seulement te rendre ce qui était à toi. » Avant de quitter la pièce, elle se retourna une dernière fois. « Camille, prends soin de Gabriel. Il a perdu 27 ans. Ne lui fais pas perdre le reste. » La porte se referma doucement. Camille demeura seule. Le journal serré contre elle. Le soir même, elle s'installa dans la chambre d'enfant que Gabriel avait enfin accepté d'ouvrir définitivement. Le vieux berceau était toujours là. Les rideaux blancs bougeaient doucement sous la brise d'été. Elle ouvrit le journal de Claire. Les premières pages racontaient simplement une grossesse heureuse. Puis les derniers chapitres devinrent plus sombres. Claire y décrivait ses doutes, ses peurs, son impression étrange que quelqu'un surveillait constamment chacun de ses gestes. Enfin, quelques jours avant l'accouchement, une phrase attira immédiatement l'attention de Camille. « Si un jour notre fille lit ces lignes, je veux qu'elle sache une chose. Je l'ai aimée avant même de connaître son visage. » Camille sentit les larmes couler silencieusement. Elle posa doucement sa main sur l'écriture, comme si elle caressait enfin celle de sa mère. Gabriel entra discrètement dans la chambre. Il s'arrêta près de la porte. « Je peux entrer ?» Camille essuya rapidement ses yeux. « Bien sûr. Il est pas sous le journal. Tu l'as trouvé. Hélène me l'a rendu. » Gabriel s'assit à côté d'elle. Pendant quelques instants, ils feuilletèrent ensemble les pages. Puis Camille tourna une feuille. Une photographie glissa du carnet. Elle représentait Claire enceinte. Gabriel, beaucoup plus jeune, riait derrière elle en posant les mains sur son ventre. Au dos, une simple phrase. « Notre plus belle aventure commence. » Gabriel ne put retenir ses larmes. « J'avais oublié cette photo. » Camille la contempla longtemps. Puis, presque timidement, elle glissa sa main dans celle de Gabriel. « Moi, je ne peux pas retrouver les 27 premières années. » Lui non plus ne répondit pas. Elle poursuivit doucement. «
Mais les suivantes. On peut encore les écrire. Gabriel sentit sa gorge se nouer. Il serra doucement sa main. Merci. Pourquoi? Parce que tu me donnes une seconde chance. Il hésita, puis ajouta, la voix tremblante. Est-ce que je peux enfin t'appeler ma fille? Camille sentit les larmes revenir. Elle leva lentement les yeux vers lui. Pendant une seconde qui lui sembla durer toute une vie. Puis elle sourit. Un sourire que Gabriel avait déjà vu autrefois. Le même que celui de Claire. Oui, papa. Le mot résonna dans la chambre. Gabriel ferma les yeux. Pendant 27 ans, il avait imaginé ce moment sous 1000 formes différentes. Aucune n'avait été aussi belle. Il prit doucement sa fille dans ses bras. Cette fois, aucun mensonge. Aucun secret. Aucune séparation. Seulement un père retrouvant enfin son enfant. Mais alors que tous deux restaient enlacés dans la vieille chambre, le téléphone d'Antoine sonna. Il décrocha immédiatement. Son visage changea. Il appela aussitôt Gabriel. Les enquêteurs viennent de terminer la perquisition dans les anciennes archives privées d'Hélène. Gabriel sentit une inquiétude renaître. Qu'ont-ils trouvé? Antoine prit une profonde inspiration. Une enveloppe contenant plusieurs reçus bancaires. Et surtout, la preuve qu'Hélène n'a peut-être pas agi seule cette nuit-là. Quelqu'un d'autre a été payé pour l'aider. Le silence retomba brutalement dans la chambre d'enfant. Gabriel relâcha doucement son étreinte. Camille remarqua immédiatement l'expression d'Antoine. Elle avait appris à la reconnaître. Chaque fois qu'il avait ce regard, une nouvelle pièce du puzzle venait d'apparaître. « Qui ?» demanda Gabriel. Antoine secoua lentement la tête. « Nous ne connaissons pas encore toute la vérité, mais les enquêteurs ont trouvé plusieurs virements effectués quelques jours après la naissance de Camille. » Il posa une copie des documents sur la table. 2 paiements. Le premier au nom d'une société écran aujourd'hui disparue. Le second à une personne dont le nom fit immédiatement réagir Gabriel. Madeleine Vasseur. Gabriel pâlit. La directrice de la maternité. Antoine acquiesça. C'est elle qui a validé tous les dossiers administratifs cette nuit-là. Camille sentit son cœur accélérer. Elle est encore vivante? Oui. Elle vit aujourd'hui dans une maison de retraite près d'Annecy. Le juge a autorisé son audition dès demain. Le lendemain matin, la pluie accompagnait leur trajet jusqu'à la résidence médicalisée. Madeleine Vasseur avait 86 ans. Le temps avait courbé son dos. Ses cheveux étaient entièrement blancs, mais son regard restait étonnamment vif. Lorsqu'elle aperçut Gabriel, elle ferma lentement les yeux, comme si elle savait déjà pourquoi il était venu. « Bonjour, Madeleine. » La vieille femme baissa la tête. « Bonjour. » Gabriel. Personne ne s'assit immédiatement. Le poids du passé remplissait déjà la pièce. Finalement, le juge prit la parole. « Madame Vasseur, nous avons retrouvé plusieurs virements à votre nom. Nous souhaitons comprendre votre rôle. » Madeleine resta silencieuse. Puis ses yeux se posèrent sur Camille. Elle la contempla longuement. Ses lèvres tremblèrent. « Tu ressembles tellement à Claire. » Camille sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous saviez ?» Madeleine hocha lentement la tête. Depuis le premier jour. Le silence devint presque insupportable. Gabriel serra les poings. « Alors pourquoi? Pourquoi avoir laissé faire ?» Madeleine inspira difficilement. « Parce que j'étais faible. » Elle regarda le juge. « Et parce que j'avais peur. » Sa voix se brisa. « Mon mari était gravement malade. Nous étions ruinés. Hélène est venue me voir quelques heures après la naissance. Elle savait tout. Nos dettes. Nos difficultés. Elle m'a proposé de l'argent. Beaucoup d'argent. En échange. Je devais simplement signer quelques documents. » Gabriel détourna le regard. La vieille femme poursuivit. « Au début, j'ai refusé. Puis elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Ce bébé sera placé dans une bonne famille. Personne ne souffrira. » Madeleine éclata doucement en sanglots. Elle mentait. Je le savais. Mais je me suis laissé convaincre. Je me répétais que je réparerais tout plus tard. Comme si le temps pouvait effacer une faute pareille. Camille sentit une immense tristesse l'envahir. Encore une personne qui avait choisi le silence. Encore une vie détruite. Le juge demanda calmement. « Avez-vous conservé des preuves ?» Madeleine acquiesce. « Oui. » Elle désigna une vieille armoire. « Depuis 27 ans. Je n'ai jamais eu le courage de les détruire. » Un infirmier apporta une petite boîte métallique. À l'intérieur reposaient plusieurs enveloppes soigneusement attachées. Le juge les ouvrit une à une.
Le premier dossier contenait des copies des registres originaux, sans aucune modification. Le second renfermait plusieurs photographies prises dans la nurserie cette nuit-là. Enfin, tout au fond de la boîte, une cassette audio. Gabriel fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Madeleine répondit dans un souffle. Une conversation. Je l'avais enregistrée parce que je voulais me protéger, au cas où Hélène me trahirait. Personne ne parla. Le juge demanda immédiatement qu'un magnétophone soit apporté. Quelques minutes plus tard, la bande commença à tourner. Un léger souffle, puis des voix. D'abord celle de Madeleine. Ensuite, celle d'Hélène. Claire. Distincte. Incontestable. Personne ne découvrira jamais l'échange. Quelques secondes de silence. Puis une autre phrase. Gabriel doit croire que l'enfant est morte. Camille sentit sa respiration se bloquer. La bande continua. Puis une dernière phrase glaça toute la pièce. Une fois Claire disparue, tout sera enfin terminé. Gabriel ferma les yeux. Ces quelques mots suffisaient à eux seuls à détruire définitivement les derniers mensonges. Quelques semaines plus tard, le procès s'ouvrit devant la cour d'assises. La salle était pleine. Journalistes, anciens employés, habitants de Lyon, tous attendaient le témoignage de Camille. Lorsqu'elle s'avança à la barre, le silence devint absolu. Le président lui demanda « Que souhaitez-vous dire à la cour ?» Camille inspira profondément, puis répondit calmement « Pendant longtemps, j'ai cru que ma vie avait été volée. Aujourd'hui, je comprends quelque chose de différent. On ne m'a pas seulement volé des années. On a aussi essayé de me voler ma capacité à aimer. » Elle regarda brièvement Hélène. « Ils ont échoué. Parce que ma mère adoptive m'a appris la bonté. Parce que mon frère m'a appris le courage. Et parce que mon père... » Elle tourna les yeux vers Gabriel. A refusé d'abandonner la vérité, même lorsqu'elle lui faisait le plus mal. Des larmes apparurent sur plusieurs visages dans la salle. Même certains jurés baissèrent les yeux. Lorsqu'Hélène fut invitée à prendre la parole une dernière fois, elle ne chercha ni excuse ni justification. Elle se leva lentement. « J'ai détruit 3 vies. Celle de Claire, celle de Gabriel et celle de Camille. » Puis elle regarda Laurent. « En réalité, j'ai aussi détruit celle de mon propre fils. » Laurent ne détourna pas le regard. Ses yeux étaient humides. Mais il ne contenait plus de haine. Seulement une immense fatigue. Hélène reprit. « J'accepterai la décision de la cour. Parce qu'aucune peine ne sera plus lourde que les 27 années que j'ai passées à vivre avec ce que j'avais fait. » Le président suspendit l'audience pour permettre au jury de délibérer. Pendant que les portes se refermaient, Gabriel rejoignit discrètement Camille dans le couloir. Ils ne parlèrent presque pas. Ils s'assirent côte à côte, comme 2 personnes qui avaient enfin cessé de courir après le passé. Au bout d'un long silence, Gabriel demanda doucement. « Tu sais ce que Claire disait toujours quand elle avait peur ?» Camille secoua la tête. Il sourit avec émotion. Elle disait « Même la nuit la plus longue finit toujours par laisser entrer le soleil. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle reconnut immédiatement cette phrase. Madeleine Moreau la lui avait répétée toute son enfance. Les mêmes mots, les mêmes étoiles, les mêmes gestes d'amour. 2 mères, sans jamais s'être connues. L'une lui avait donné la vie, l'autre lui avait appris à la vivre. Quelques minutes plus tard, un huissier ouvrit les portes de la salle d'audience. Le jury venait de rendre son verdict. Le silence régnait dans toute la salle d'audience lorsque les jurés reprirent leur place. Personne n'osait respirer trop fort. Camille sentit la main de Gabriel chercher doucement la sienne. Cette fois, elle ne la retira pas. Le président de la cour consulta lentement le dossier, puis leva les yeux. La cour a rendu sa décision. Hélène Delcourt se leva. Son visage était calme, presque apaisé, comme si elle attendait ce moment depuis 27 ans. Le président poursuivit. Compte tenu des preuves matérielles, des témoignages, des aveux de l'accusé et des documents retrouvés, la Cour déclare Madame Hélène Delcourt coupable des faits qui lui sont reprochés. Un profond silence suivit. Elle est condamnée à une peine de réclusion conformément aux dispositions prévues par la loi. Hélène ferma doucement les yeux. Elle ne protesta pas. Elle ne demanda aucune indulgence. Avant d'être reconduite, elle tourna une dernière fois le regard vers Gabriel. « Je suis désolée. » Puis vers Camille. « Vie pour 2. Pour toi. Et pour Claire. » Les gendarmes l'accompagnèrent hors de la salle. Personne ne parla. Le passé venait enfin de recevoir un jugement. Mais aucune décision de justice ne pouvait rendre les années perdues.
Quelques semaines plus tard, l'automne s'installait doucement sur Lyon. Les feuilles dorées recouvraient les allées du vieux cimetière où reposait Claire Delcourt. Gabriel, Camille et Thomas s'arrêtèrent devant la pierre blanche. Un bouquet de roses blanches fut déposé au pied de la tombe. Gabriel resta longtemps silencieux. Puis il murmura « Claire, je suis arrivé avec 27 ans de retard. » Une larme glissa sur sa joue. « Mais je l'ai retrouvé. » Il se tourna vers Camille. « Notre fille est là. » Camille s'agenouilla devant la tombe. Elle posa doucement la main sur la pierre. « Bonjour, maman. » Le mot sortit naturellement, sans hésitation. Elle sourit à travers ses larmes. « Je suis désolée d'être arrivée si tard. Mais je crois que tu savais déjà où me trouver. » Le vent fit doucement frémir les arbres. Quelques feuilles tombèrent lentement sur la tombe. Thomas, debout derrière eux, murmura avec son humour habituel « Je crois qu'elle nous écoute. » Ils sourirent tous les trois. Pour la première fois, ce sourire n'était plus mélangé à la douleur, seulement à la tendresse. Les mois passèrent. Thomas retrouva progressivement des forces. Les séances de rééducation furent longues, parfois difficiles. Mais chaque semaine, il marchait un peu plus. Un matin de printemps, il réussit enfin à courir quelques mètres dans un parc. Camille éclata de rire. Gabriel applaudit discrètement. Thomas leva les bras. « Vous voyez ? Je vous avais dit que j'étais plus solide que mon cœur. » Ils rirent tous ensemble. Un rire simple. Celui d'une famille qui apprenait enfin à vivre sans avoir peur du lendemain. Gabriel prit ensuite une décision qui surprit tout le monde. Il vendit une partie importante de ses biens. Laurent le regarda avec étonnement. « Tu es certain ?» Gabriel acquiesce. L'argent qui n'a servi qu'à entretenir le silence doit maintenant servir à protéger la vérité. Quelques mois plus tard naquit la Fondation Claire Delcourt. Sa mission était simple. Accompagner les enfants abandonnés. Financer des opérations cardiaques pour les familles modestes. Et soutenir les recherches sur les erreurs d'identité à la naissance afin qu'aucune autre famille ne traverse une tragédie semblable. Camille accepta d'en devenir la directrice. Thomas proposa immédiatement son aide comme bénévole. Laurent demanda lui aussi à participer. Un soir, il retrouva Camille dans les nouveaux bureaux de la fondation. Il resta quelques secondes devant la porte. « Je peux entrer ?» Camille sourit. « Bien sûr. » Il hésita. « Je ne sais toujours pas comment t'appeler. » Elle réfléchit quelques instants, puis répondit doucement « Appelle-moi Camille. Le reste viendra avec le temps. » Laurent sentit un poids quitter ses épaules. « Merci. » Ils ne sauraient peu être jamais frères et sœurs comme s'ils avaient grandi ensemble. Mais ils avaient choisi de ne plus être des étrangers. Et parfois, c'était déjà une immense victoire. Un dimanche de juin, Gabriel invita toute la famille dans la villa. La chambre d'enfant n'était plus un sanctuaire figé. Les fenêtres étaient ouvertes. Le soleil remplissait enfin la pièce. Le vieux cheval à bascule avait été restauré. Les rideaux blancs dansaient doucement sous le vent. Camille observa longuement la pièce. « Tout ça, dit Gabriel. J'ai longtemps cru que fermer cette porte protégeait mes souvenirs. En réalité, je les enfermais avec moi. » Camille posa doucement sa tête contre son épaule. « Maintenant, elle restera ouverte. » Il sourit. « Oui, parce qu'une maison n'est vivante que lorsque les portes s'ouvrent. » Avant de partir, Gabriel remit à Camille une petite boîte. La même boîte en bois où il conservait autrefois les souvenirs de Claire. À l'intérieur reposaient désormais 3 objets. La photographie retrouvée dans le bureau. Le pendentif en forme d'étoile. Et une nouvelle photo, prise quelques jours plus tôt. On y voyait Gabriel, Camille, Thomas, Laurent. Tous les 4 souriaient devant le vieux rosier enfin couvert de fleurs. Au dos, Gabriel avait écrit quelques mots. « La famille n'est pas seulement celle que le destin nous donne. Elle est aussi celle que le courage nous permet de reconstruire. » Camille referma doucement la boîte. Elle leva les yeux vers Gabriel. « Tout ça. » Il sourit. « Quoi ?» Elle répondit avec une tendresse infinie. « Les étoiles retrouvent toujours leur chemin. » Gabriel sentit les larmes monter. « Oui, même après 27 ans. » Ils restèrent quelques instants dans le jardin. Le soleil commençait à disparaître derrière les arbres. Le vieux rosier embaumait l'air. Un léger vent faisait danser les pétales. Camille regarda le ciel. Une première étoile apparaissait déjà. Elle pensa à Claire, à Madeleine, à toutes les personnes qui l'avaient aimée chacune à leur manière. Elle comprit alors que son histoire n'était plus celle d'un enfant perdu.
mais celle d'une famille retrouvée. Et, pour la première fois depuis le jour de sa naissance, elle se sentit exactement à la place où elle devait être. Certaines blessures ne disparaissent jamais complètement. Elles deviennent simplement plus légères lorsque la vérité remplace enfin le silence. Le pardon n'efface pas le passé. La justice ne rend pas les années perdues. Mais l'amour, lui, possède parfois une force que même le temps ne peut vaincre. Et il arrive que les étoiles, longtemps cachées derrière les nuages, retrouvent enfin leur éclat. C'est être cela, au fond, la véritable définition d'une seconde chance. Fin de l'histoire. Chaque personne que nous rencontrons porte une histoire que nous ne voyons pas. Derrière un sourire peut se cacher une douleur, derrière un silence, des années d'attente, et derrière une simple rencontre, un destin capable de changer une vie entière. Cette histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais juger quelqu'un selon son apparence, sa situation ou son passé, car la vérité est souvent bien plus profonde que ce que nos yeux peuvent voir. Le temps peut nous voler des années, les mensonges peuvent nous éloigner de ceux que nous aimons, mais la vérité finit toujours par trouver son chemin. Et lorsque l'amour, le courage et le pardon se rencontrent, même les blessures les plus anciennes peuvent commencer à guérir. Si cette histoire a touché votre cœur, dites-nous en commentaire quelles leçons vous retenez et quel moment vous a le plus ému. Votre témoignage pourrait apporter de l'espoir à quelqu'un qui traverse une épreuve aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires humaines, profondes et inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de ceux que vous aimez tant qu'il est encore temps.